Je rappelle que nous sommes dans une longue série de podcasts consacrés à la définition de la souveraineté d'un point de vue chinois, mais d'un point de vue plus largement philosophique, puisque je rappelle que la Chine, notamment à travers les écrits de Wang Runing, son numéro 4, s'intéresse à la définition qu'en donnait Jean Bodin. La souveraineté comme puissance perpétuelle de commander, comme puissance perpétuelle et absolue de commander. Donc, comment définir cette puissance ? Notion qui intervient donc dans la définition de la souveraineté. Comment définir la puissance et la distinguer du pouvoir ? Eh bien, cette notion, Jean Bodin ne la définissait pas. C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré qu'il fallait pousser jusqu'à Spinoza. Avant Spinoza, Bodin ne définissait pas la puissance et Hobbes en formulait l'idée en des termes dont la traduction ne fait que reconduire le problème parce que la langue anglaise ne dispose que d'un seul mot, power, pour dire à la fois le pouvoir et la puissance. La différence à faire entre les deux concepts sera donc difficile à résumer ou à explorer en anglais, mais malgré cet embarras, je propose de repartir de ce que cette définition hobbesienne contient d'utile, notamment parce que Spinoza, lecteur de Hobbes, ne peut l'avoir ignoré. Elle renvoie à l'idée d'une force conjuguée à celle d'une disposition des moyens en vue d'une fin. En effet, Hobbes dit que la puissance consiste, je le cite, dans les moyens actuels pour acquérir dans l'avenir un bien apparent quelconque. The power of a man to take it universally is his present means to obtain some future apparent good. C'est ce que vous trouvez dans le Léviathan au chapitre 10, dans la traduction française de Gallimard, à la page 170. Cette définition est un très bon point de départ, je vous la redonne. La puissance consiste dans les moyens actuels pour acquérir dans l'avenir un bien apparent quelconque. Mais cette définition pourrait être celle du pouvoir, parce que ce dispositif moyen-fin qui définit la puissance n'est pas non plus étranger au concept de pouvoir. Elle est donc encore trop indifférenciée. Des auteurs récents, tels que Stephen Lukes, ont tenté d'y remédier. Je pense notamment à son travail « Power, a Radical View », paru en 2005. Mais toujours le même problème, l'effort pour expliquer ce concept en langue anglaise explique peut-être l'insatisfaction dans laquelle nous laisse, en tout cas me laisse, ces analyses. Christian Malice avait également souligné le flou du concept de power chez Joseph Nye, l'auteur du concept de soft power. Vous le rappelez sans doute. Christian Malice, dans l'article Raymond Aron, le concept de puissance, publié en 2008. Joseph Nye était un auteur de langue anglaise également, mais il en précisait tout de même les traits par des facteurs externes, économiques, militaires, culturels, c'est-à-dire en des termes qui sont ceux de la géopolitique. Au lieu d'une analyse embarrassée par la confusion philologique du concept de pouvoir, de power en anglais, ou complexifiée par des détours extra-philosophiques, c'est-à-dire géopolitiques, comme je viens de le dire, je fais donc le choix de partir d'une relecture du concept spinoziste de puissance dans son articulation avec le pouvoir, avec le concept de pouvoir. Et je fais le choix de considérer le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère comme une expérimentation possible des chapitres inachevés du traité politique de Spinoza, qui concentre une méditation sur la démocratie absolue. Ce recours à Spinoza pour une réflexion sur le sens socialiste chinois de la souveraineté se justifie par une constellation de filiation qu'on peut schématiser par la photographie de famille suivante. Spinoza est un lecteur de Hobbes, lui-même lecteur de Bodin. Wang Runing fut l'auteur d'un mémoire sur Jean Bodin, je l'ai déjà dit. Ce mémoire intitulé « De Bodin à Maritain sur les théories de la souveraineté développées par la bourgeoisie occidentale » sous la direction de Chen Qiren en 1981, en même temps que Wang Runing est aussi, vous le savez, je l'ai suffisamment répété, l'idéologue marxiste du PCC, et Spinoza est l'une des racines
du marxisme, comme je le redirai encore plus loin, mais comme il est connu de tous les marxistes. Enfin, cet arbre généalogique, bodino-spinozo-marxiste, se ramifie donc bien au cœur de la doctrine socialiste. Voilà, n'allons pas trop vite, comprenons que nous partons d'une méditation bodinienne sur la souveraineté, qu'elle nous conduit, c'est notre étape du jour, par une définition hobbésienne de la puissance, et cela va nous conduire à la critique et aux commentaires de Hobbes par Spinoza. Spinoza que lira Marx, Marx qui sera finalement lu et interprété par Mao, sinisé par Mao et réinterprété, je dirais, à la façon du socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, Xingshidai, comme disent les Chinois, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, ce sera la lecture ultime de toute cette tradition par Wang Huning et Xi Jinping. Avant d'en arriver là, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour discuter des raisons qui m'ont poussé à relire Spinoza pour la circonstance. Belle journée à tous!